La matinale RCF, le grand invité. Incendies violents, phénomènes climatiques exceptionnels, les effets du changement climatique sont de plus en plus manifestes. 2022 se classe au premier rang des années les plus chaudes, très loin devant 2020 qui détenait le précédent record. La hausse des températures provoque une augmentation des maladies liées à la chaleur, il y a aussi des inondations, des glissements de terrain qui se multiplient. Devant ce tableau peu réjouissant, presque apocalyptique, une inquiétude peut nous envahir. Comment garder l'espérance? Devant l'inaction, comment garder la force d'agir? On en parle ce matin avec vous, Dorothée Moisan, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée dans les questions climatiques et environnementales. Il y a 7 ans, vous avez eu une prise de conscience forte des enjeux climatiques et vous publiez aujourd'hui Les Éco-optimistes dans la collection Seuil Reporter. Dorothée Moisan, pourquoi vous avez eu besoin d'écrire ce livre? Au moment de l'écrire, vous étiez trop déprimée par la situation du monde? En fait, c'était ça, c'est un petit peu des choses qui s'accumulent. Ce que vous disiez, il y a des petites touches et des fois des grosses mauvaises nouvelles. Et moi, j'ai eu en fait deux petits déclencheurs. Déjà, il y a 7 ans, effectivement, j'avais tout simplement chacun son petit déclic. J'ai été acheter dans un kiosque un numéro d'un magazine de consommateurs qui s'appelait « Entretenir sa maison au naturel ». On se dit, c'est pas méchant, ça va pas me faire de mal. Sauf que c'est là que vous réalisez que finalement, c'est vous qui avez des produits dans votre maison qui sont toxiques et que quand vous pensez la nettoyer, vous êtes en train de la polluer. Les produits ménagers qui sont souvent... Exactement. Et là, première prise de conscience, je me suis dit que l'homme, finalement, produisait les éléments qui eux-mêmes détruisaient la planète. Donc là, je me suis sentie un petit peu mal et puis j'ai déroulé la pelote. Puis j'ai compris, de là, je suis passée aux produits, aux cosmétiques, à l'alimentation et finalement au climat. Donc, premier petit éveil. Et puis, la chute, ça a été quand j'ai repris mes études il y a 5 ans et j'ai fait un Master 2 sur le changement climatique. Là, j'ai un peu compris ma douleur. J'ai compris l'ampleur du désastre. Et puis, vous êtes devenue éco-anxieuse? Alors, ouais. On ne se disait pas trop encore à ce moment-là encore éco-anxieux, mais oui, il y avait en tout cas, il y avait une angoisse. On peut définir ce mot, parce que peut-être que certains de nos auditeurs ne connaissent pas très bien ce que c'est. C'est quoi l'éco-anxiété? L'éco-anxiété, c'est le fait finalement de ressentir ce que vous disiez, cette détresse face à l'état du monde, au dérèglement climatique, mais pas que, parce qu'on a aussi l'effondrement de la biodiversité, les pollutions, etc. Donc se sentir finalement désemparé, impuissant par rapport à la situation actuelle, par rapport à ce qu'on a perdu déjà aujourd'hui, et par rapport au monde qui s'annonce, qui est quand même relativement incertain, et on sait qu'effectivement que la situation va se dégrader pendant encore de nombreuses années. Mais c'est vrai qu'au travers des lignes d'éco-optimistes dont on parlera dans un instant, mais on sent votre éco-anxiété aussi. Comment vous l'avez dépassée? C'est aussi pour ça que vous avez écrit ce livre. Devant cette éco-anxiété, vous avez dit, il faut que je fasse quelque chose. Moi, j'ai eu besoin d'une thérapie personnelle. Mon dernier bouquin s'appelait Les plastiqueurs. C'était sur l'industrie plastique, la pollution plastique. C'est un petit peu anxiogène, ça aussi. Et donc, à un moment, moi, j'arrivais à un niveau d'anxiété qui était quand même assez élevé. J'avais 2 choix. Donc, soit je continuais comme ça, quand on est journaliste environnement, pendant 20 ans, à écrire sur ces questions-là et à plonger du nez, et à vraiment plus réussir à sourire. Ou tout simplement, j'avais une thérapie. Ma thérapie, ça a été ça. Ça a été d'aller voir des gens qui, eux, avaient réussi. Qui, eux, ils savaient les mêmes choses que moi. Ils étaient aussi conscients de la crise écologique. Ils savaient qu'on allait dans le mur. Sauf que ces personnes-là, elles avaient réussi à garder le sourire, à garder la pêche. Et je me suis dit, mais ces gens-là, il faut absolument que j'aille les voir pour comprendre un petit peu leur fabuleuse recette de survie. Et ces personnes-là, vous leur avez donné un nom, les éco-optimistes. Alors, c'est un néologisme. C'est quoi, cet éco-optimiste? Alors, moi, j'ai défini comme ça. Je l'ai créé, donc j'ai eu la chance de pouvoir créer la définition. Donc, c'est ces personnes qui sont conscientes de la crise écologique, mais qui arrivent à dépasser qui sont parvenus à dépasser leur éco-anxiété et à aller de l'avant, tout en gardant le sourire face à un avenir incertain, on l'a compris, mais néanmoins lieu de tous les possibles. Ça veut dire qu'eux, ils croient qu'une autre société est possible, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour la faire advenir. Et leur force, elle est quand même principalement là-dedans. Ils sont ingénieurs, élus, scientifiques, humoristes, et vous dressez le portrait de ces femmes et ces hommes qui sont acteurs du changement. Est-ce que c'est aussi un changement d'état d'esprit qui va avec? C'est une forme de vision du monde qu'ils ont? Il y a ça, alors eux, ils n'ont pas systématiquement changé d'état d'esprit. Il y a ce qu'on peut appeler quelque part des repentis, des personnes qui étaient finalement aussi dans la grande consommation, ou dans le peu de conscience de tout ça, et puis des personnes qui sont nées déjà dans une famille écolo et qui ont compris tout ça. Moi, je ne suis pas allée vers des acteurs du changement quand j'y suis allée. Je suis vraiment allée vers des gens dont je sentais qu'ils avaient cette énergie. Et c'est après coup que je me suis dit, mais une des recettes, et finalement la plus simple et la plus évidente, c'est l'action. Mes éco-optimistes à moi, en fait, ils sont éco-actifs. C'était pas ce que j'allais chercher, mais il se trouve que c'est ce que j'ai trouvé. Il y a 2 points les plus importants, finalement, c'est l'action. Agir rend heureux, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais de le voir et de le constater, ça fait quand même du bien. Et qu'au contraire, ne rien faire, rester à déprimer dans son canapé, va rendre anxieux. Donc ça, c'est une solution finalement toute simple. Et puis, le point commun aussi de tous ces éco-optimistes, c'est le lien.
Ils sont vraiment tous dans le lien. Ils agissent ensemble, dans le collectif. Et ce que j'avais déjà un petit peu perçu en faisant mes études sur le changement climatique et qui est réapparu là, c'est la force et le plaisir, la joie que j'ai eu à retrouver, à rejoindre ce que j'appelle la folle communauté des gens aux yeux ouverts. Donc des gens aux yeux ouverts, c'est ceux qui aux yeux ouverts sur le changement climatique. Sur le changement climatique ou l'extinction des espèces, donc ils savent ce qui se passe. Mais c'est une folle communauté, ça veut dire qu'ils sont ensemble et qu'avec eux, on se marre. Il y a un peu de folie. Il y a un peu de folie, et c'est pas pour ça qu'on n'agit pas et qu'on n'est pas en train d'essayer de rendre le monde meilleur. Mais c'est pas pour ça que c'est pas en déprimant qu'on va aider à grand chose. Vous disiez les yeux ouverts, il y a quelque chose de l'ordre de l'éveil. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'éveil. Moi, je l'ai vu comme un éveil. L'éveil, parfois la chute, et quand on est en bas, finalement, l'éco-anxiété, c'est une chance. Il faut aussi le voir comme une chance, parce que les personnes éco-anxieuses, ce sont juste les personnes les plus saines et les plus équilibrées qui existent sur un monde qui ne l'est pas aujourd'hui. Et donc, en fait, elles ont cette chance, finalement, d'avoir eu cette prise de conscience, et ça va être un tremplin vers l'action et vers le mieux, j'espère, pour elle. Oui, parce que cette éco-anxiété, qui est une grande angoisse pour certains, elle est parfois inconnue par d'autres. Peut-être qu'il y a des auditeurs ce matin qui disent comment est-ce qu'on peut être éco-anxieux, enfin, tout va bien, moi dans ma vie ça va bien, et qui peuvent trouver cette notion très éloignée. Exactement, alors il y a ceux qui ne sont pas éco-anxieux, je vais vous dire, il y a finalement deux clans. Il y a ceux qui n'ont pas compris l'urgence de la situation, qui n'ont pas pris conscience que chaque année sera pire que la précédente. C'est affreux à dire. C'est ce que dit un éco-optimiste qui a compris ça en lisant le rapport du GIEC. Donc il y a vraiment des choses à comprendre. Et puis sinon, il y a aussi ceux qui l'ont vu, mais finalement ne l'intègrent pas vraiment dans leur vie ou n'ont pas compris que ça allait changer des choses en se disant finalement, nous, on est à l'abri en France. Oui, parce que finalement, concrètement, pour eux, ça n'a encore rien changé. Ça n'a peut-être rien changé dans leur vie ou dans leurs habitudes, alors que ça va le faire. Mais après, moi, je leur souhaite, il y a des gens aussi qui n'auront pas cette éco-anxiété, qui sont d'emblée des gens qui sont positifs et qui arrivent à... Il y en a qui se disent aussi, c'est un truc de bobo urbain. Moi, j'ai des problèmes pour boucler mes fins de mois, et en fait, l'éco-anxiété, c'est très éloigné, parce que concrètement, moi, j'ai un éco-anxiété, mais au sens économique, pas écologique. Alors tout à fait, ça c'est une vraie difficulté. Enfin, c'est pas une difficulté, on peut tout à fait être éco-anxieux ou pas, mais cette angoisse-là est bien sûr beaucoup plus importante. Mais ce qui m'a marqué aussi dans les éco-optimistes, dans ces gens-là, c'est que on parle pas du tout d'argent, justement. Les éco-optimistes sont pas du tout dans le profit, etc. La sobriété, alors dont des gens parfois se moquent, mais la sobriété est vraiment quelque chose de central. Et cette sobriété, elle constitue un levier et une force pour aller vers plus de joie, assez simplement. Et si je reprends notamment la phrase de Corentin de Châtel-Perron, qui est ce jeune ingénieur spécialiste des low-tech, des technologies douces et durables, et qui dit, mais se sentir heureux avec peu, c'est la garantie de pouvoir toujours l'être. Finalement, c'est s'assurer une certaine tranquillité d'esprit. Et les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui, ils sous-estiment l'expérience et ils surestiment le fait d'amasser des biens. Et vraiment, je pense que la sobriété est un vraiment bon levier pour aller vers. Et donc, ce n'est pas seulement cette éco-anxiété, quelque chose de bobo urbain, c'est aussi quelque chose qui peut toucher chacun. On le voit partout, bien sûr. Il n'y a pas que des bobos urbains dans les personnes qui sont interviewées ici, donc très clairement. Ouais. Nous sommes avec Dorothée Moisan pour parler des éco-optimistes, des remèdes contre l'éco-anxiété. Vous dessinez les portraits de plusieurs personnes. Comment vous les avez rencontrés, ces 9 personnes dont vous dessinez les portraits? Au début, je me suis dit, va falloir les trouver. Et en écoutant tout simplement les infos, en lisant des livres, je me suis dit, mais celui-ci ou celle-ci, elle est fantastique. Et puis après, le bouche à oreille, tout simplement. Et puis vous allez voir quelqu'un qui dit, mais tu connais pas bidule, tu connais pas machin. Et de fil en aiguille, j'étais rencontré ces gens extraordinaires, mais parfois je me suis trompée. C'est-à-dire que j'ai été en voir qui n'étaient pas si extraordinaires que ça. C'était pas qu'ils n'étaient pas extraordinaires, mais c'est qu'en fait, ils n'avaient pas assez de légèreté. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui sont fantastiques, mais j'avais besoin pour pouvoir que les gens soient pris par un effet de contagion, soient vraiment marqués par cette joie, cette légèreté, cet éco-optimiste, d'avoir des gens qui pouvaient être légers. Mais des gens certains étaient tellement dans la gravité que finalement, ils n'ont pas fait partie des éco-optimistes. C'est vrai que le point commun de tout ça, c'est peut-être une forme de rêve, d'idéalisme. Il y en a un, je crois que c'est Corentin, vous mettez en exergue le petit prince des low-tech, et je repensais à cette phrase du petit prince qui dit « il faut nettoyer sa planète ». Il y a quelque chose de l'ordre du rêve. Pourquoi est-ce qu'ils ont le rêve en commun? C'est parce que c'est un idéalisme énorme qu'il faut avoir pour être éco-optimiste? C'est pas que du rêve, parce que quand je pense à Guillaume Meurice, lui, au contraire, il va vous dire il faut sortir l'espoir de l'équation. Ça veut dire on ne sera jamais désespéré. Si on n'a pas d'espoir, le problème du désespoir, c'est les militants écolos qui espèrent quelque chose d'extraordinaire quand une COP arrive, par exemple, et qui ne va pas arriver. À partir du moment où on n'a pas un espoir extraordinaire, on ne sera jamais désespéré. Il y a le réel, tout simplement. Donc il y a à la fois du rêve et pas que. Ils sont vraiment aussi très conscients de ce qui se passe. Mais
ils se disent, il faut une autre société. La jeune militante aussi, la jeune étudiante Louise, elle va vous dire, mais moi, de toute façon, je me sentais pas bien dans cette société. Je m'y retrouve pas, en fait, dans cette société. Et ils ont ce point commun de se dire que, en fait, cette crise écologique, c'est l'opportunité de créer une société qui nous ressemble et qui sera en adéquation avec les limites planétaires. Et ça, pour le coup, c'est une force fantastique. Il y a une chose qui m'a intrigué dans votre livre, c'est que je pensais qu'il y avait un enjeu générationnel, que c'était surtout quelque chose qui touchait les jeunes. Or, les profils qui sont là, il y a de tous âges, il y a de tous horizons. Pourquoi c'est que ça ne concerne pas que les jeunes? Il n'y a pas que les jeunes qui sont éco-anxieux? Ça a vraiment été un choix. Effectivement, on va de 22 à 78 ans. Je n'osais pas dire le nom du plus... non, mais il n'y a aucun au contraire. Et bien sûr que c'est à tout âge. Cette éco-anxiété, elle est chez les jeunes, mais bien sûr qu'elle est... La plupart des personnes qui ont des enfants, ils se disent, quand ils réalisent qu'ils n'ont pas agi assez, qu'ils ont contribué finalement à noircir l'avenir de leurs enfants, ils sont bien sûr éco-anxieux. Donc justement, la richesse de ce livre, je ne sais pas, mais en tout cas la force de ces portraits, c'est que chacun va entendre sa petite musique, va retrouver la personne qui va lui parler le plus. Je sais que dans ces portraits-là, il y a des gens qui me disent « Oh là là, cette personne, elle est extraordinaire. Ah non, moi j'ai préféré truc ». Et c'est normal, ils seront pas, chacun va résonner avec un portrait différent. En revanche, ça m'a étonné, il n'y a pas de dirigeants d'entreprise ou de managers importants, alors qu'il y a quelques années, un rapport avait souligné que les 100 entreprises étaient responsables d'une grande part ou de 70% des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que 100 entreprises font quasiment 3/4 de la pollution mondiale. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de représentants d'entreprises c'est parce que les entreprises sont encore trop à la traîne? Il n'y a pas de personnalité qui se distingue? J'ai pas été voir Patrick Pouyanné. Je reconnais, mais je ne sais pas s'il est éco-anxieux. Le PDG de Total Energy, je reconnais, mais peut-être est-il éco-anxieux, je ne sais pas. En fait, ça a vraiment été... Je pouvais pas je voulais que le livre soit petit, se lit facilement, que les gens vraiment aient cette énergie qui ressorte. Et il y a bien sûr des entrepreneurs qui ont cette énergie. Mais à un moment, il a fallu choisir dans ces portraits. Et il n'y a pas de grand entrepreneur dans ce livre. Bien sûr qu'il y a des éco-optimistes aussi dans ces profils, mais pas dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'il y ait un peu plus d'éco-anxiété sur certaines entreprises qui contribuent aujourd'hui à dégrader l'univers. C'est bientôt le carême pour les chrétiens qui nous écoutent. Peut-être que certains veulent en profiter pour faire un petit bout de chemin de conversion écologique. Il y en a de plus en plus, des petites actions du quotidien. Vous qui êtes investis là-dedans depuis des années, est-ce que vous auriez un conseil ou une petite action qu'on peut faire, que vous pouvez nous donner comme petite pierre pour le carême qui s'annonce? Alors, je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de petits gestes. Déjà, encore une fois, les petits gestes n'ont qu'une partie. Mais si on en prenait, je pense qu'en plus, il y en a carême. Manger moins de viande, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Ça a un impact important. Je pense que ça. Et puis, réfléchir un petit peu à sa mobilité avant de prendre sa voiture seule ou autre. Est-ce que je ne peux pas le faire à vélo ou à pied? Des choses aussi simples que ça. Et puis, peut-être lire Les Éco-optimistes. Je suis sûre que vous aurez plein de pistes. Et puis, on peut le dire, j'avais une bouteille en plastique dans le studio. On peut aussi arrêter les bouteilles en plastique pour les privilégier par des gourdes. Alors ça, en tout cas, tout ce qui est le plastique, essayez, moi je vous lance un défi, essayez une semaine sans acheter de plastique et vous allez voir... Mais c'est absolument impossible, il y en a absolument partout. Toucher du une semaine sans toucher de plastique, c'est impossible parce que vous n'irez plus aux toilettes, par exemple. Mais en revanche, ne pas acheter de plastique pendant une semaine, c'est tout à fait possible et ça va vous faire prendre conscience du plastique qui vous entoure et de comment essayer d'éviter cette consommation plastique. Non, ça c'est possible et c'est très intéressant. Votre challenge ce matin, Dorothée Moisan, vous publiez Éco-optimiste, c'est aux éditions du Seuil Reporter. Vous aviez publié aussi Les Plastiqueurs il y a quelques années, c'est aussi pour ça qu'on connaît votre lutte contre le plastique. Merci beaucoup d'être passé ce matin par la matinale RCF pour nous parler des éco-optimistes, des remèdes contre l'éco-anxiété.